Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 mars 2021. Alors, je suis un peu excédé car je viens de faire une vidéo sans, en oubliant de l'enregistrer. Alors, vous vous rendez compte. Faut dire aussi, aujourd'hui, j'ai eu une journée assez exténuante. Pas tant au niveau de l'achalandage, car ça a été une journée, bon, correcte. Peut-être dans les prochaines vidéos, dans les prochains jours, je vais, je vais, euh, je vais vous expliquer, ou plutôt je vais vous raconter comment se déroulent certaines de mes journées. Hein, la pratique de mon métier, comment j'achète les livres, comment je les jauge, comment je les évalue, comment je peux deviner que certains livres vont vont trouver le chemin de certains lecteurs et comment certains des amoureux de la librairie que j'ai fini par comprendre c'est quoi, comment, pas comment fonctionne leur esprit, ça, personne ne le peut, mais comment ils sont attirés par certains modes de pensée, comment sont attirés par certains auteurs, comment leur petite mécanique, on a tous notre petite mécanique, leur petite mécanique désirante se met en mouvement pour aller chercher les livres qui conviennent à leur complexion ou qui savent pendant un moment combler en tout cas leur curiosité ou leur désir. Alors aujourd'hui, oui, c'était une expérience, une journée exténuante, vous disais-je. C'est que hier, je me suis porté acquéreur d'une bibliothèque de plusieurs centaines de livres. Bibliothèque appart- appartenant à un psychanalyste jungien qui est sur le point de prendre sa retraite. Et ce monsieur, que je connais depuis fort longtemps, fréquentait ma librairie dans le quartier Côte-des-Neiges il y a déjà une bonne vingtaine d'années. Et dans ce lot de livres-là qu'il m'a proposé, j'y ai évidemment retrouvé des ouvrages que je lui ai déjà vendus. Alors, ça aussi, pour moi, c'est une sorte de... Et c'est de plus en plus fréquent que que je rachète des livres que j'avais vendus. Alors, les, mes clients, mes clients vieillissants d'il y a déjà plusieurs années, eh bien, pour toutes sortes de raisons, toujours des bonnes d'ailleurs, mettent élaguent leur bibliothèque, l'allègent. Et bien souvent, ils font appel à mes services. Et puis, je me retrouve donc en présence de livres que j'ai proposés à la vente. Et ça me ramène à une sorte de, de sentiment du temps qui passe, le sentiment de ma propre finitude, même si j'ai toujours pensé que dans la lecture, dans la recherche de livres, il y avait une manière de singer l'éternité, de se jouer d'elle à tout le moins, hein, avec tout- toutes ces allées de livres à venir. Ben, on ne peut pas mourir. Hein. C'est Eco qui disait qu'un lecteur a mille vies. Hein. Celui qui ne lit pas n'en a qu'une, la sienne. Mais ces 1000 vies-là devant nous, hein, 1000 vies-là, vous entendez ce petit son? Vous avez entendu? Peut-être vous l'entendez. C'est ma porte. J'ai une porte très lourde qui gémit. Il y a un appel d'air qui, euh, qui s'engouffre dans le sas de la porte et, et elle gémit à longueur de journée. Elle émet des sons. Les clients sont très surpris de ça. Au terme d'une longue journée de travail, ces gémissements sont assez exaspérants. Et c'est l'impression que
ma porte, elle a envie de prendre la porte. La porte a envie de s'en aller. Et, moi, ça me fait sortir un peu de mes gonds. La porte, gond, bon, d'accord. Et, vous voyez, c'est ça. Et donc, pour en revenir à ce psychanalyste prenant sa retraite, donc jungien, je vous disais. Alors, c'est plein de livres de ou sur Jung. Alors, vous avez entendu? Bon. Alors, certains venaient de ma librairie. Alors, ça fait drôle, ça fait un drôle d'effet et ça, en fait, ça préfigure aussi qu'un jour, le plus longtemps possible, nous l'espérons, moi aussi, je vais devoir réduire la voilure, je vais devoir voyager plus léger. Nous n'en sommes pas là. Nous n'en sommes pas là. Alors aujourd'hui, je vous parle de... Bon, visiblement, la vidéo fonctionne. J'espère que... Parce que je n'ai pas envie de recommencer. Est-ce que je n'ai pas appuyé sur le bouton ou j'ai eu un problème de connexion? Je ne sais trop. Alors, si elle se termine abruptement, eh bien, sachez que je ne la recommencerai pas. Ça va être une fin imprévisible. Donc, on met de l'imprévisibilité. On accepte l'imprévisibilité. Alors, je vous parle de ceci et je vous offre le néant de Gérard Massé. Alors, un mot, ou deux, ou trois, sur Gérard Massé. Gérard Massé, il est né en 1946. On dit de lui qu'il est un écrivain colporteur. Il est photographe également. Je note, il est bibliophile. Ah, ça, c'est quand même un très, très bon point pour lui. Il écrit une bibliothèque. Vous l'entendez, la porte? Vous l'entendez pas? Bon, ben écoutez. Si vous l'entendez, mettez un petit commentaire en note de bas d'écran. Une bibliothèque est aussi vaste qu'un royaume, avec ses labyrinthes et ses forêts, ses monuments et ses lois, sa salle des trésors où le temps s'accumule. Mais c'est un royaume des morts, où des âmes errantes continuent de nous hanter comme si elles étaient encore à la recherche d'une sépulture. Ouais, une bibliothèque, c'est aussi vaste qu'un royaume. Hein? Alors, il a grandi dans une famille où il n'y avait pas de livres. Et au contraire de Robert Marteau, dont le père détestait les livres, c'est quand même assez curieux, un parent qui déteste les livres. Mais ça, c'était peut-être à une époque aussi, vous voyez. Aujourd'hui, on ne voit pas cela, des parents qui détestent les livres. Au contraire, tous les parents de la Terre souhaitent que leurs enfants lisent. Et souvent, peut-être que je l'ai dit 2 ou 3 fois, mais dans l'une ou l'autre de mes innombrables vidéos, c'est arrivé souvent qu'on me demande mon avis. « Ah, mon enfant ne lit pas. » Enfant, généralement, 10-11 ans, là, avec presque sur le point d'entrer dans la dangereuse et inquiétante adolescence. Et je leur donnais toujours le conseil suivant, lisez en cachette. Ne faites pas de la lecture un poids. Encouragez-les ou sans en faire trop, vous leur offrez des livres et au besoin, faites de la lecture une activité clandestine et c'est possible peut-être qu'émoustillés par la curiosité, ils en viennent à vous demander ce que vous faites et là, peut-être, vous aurez peut-être une petite chance de leur donner le goût. Mais à d'autres aussi, je leur disais, oui, d'accord, mais imaginez que votre enfant l'enfant devenu adolescent, passe ses nuits à lire Nietzsche ou Dostoïevski et que finalement ses résultats scolaires chutent parce qu'il aime trop la lecture. Alors, regard d'inquiétude, blancheur soudaine,
On n'avait jamais imaginé une telle horrible hypothèse. Mais ça arrive. Et quand cela arrive, il y a d'assez bonnes chances que l'adolescent, passant ses nuits, les nuits blanches, avec Dostoïevski, finisse par devenir, ô calamité, un poète. Maudite soit la nuit au plaisir éphémère qui me fit mettre bas ce nœud de vipère. Alors donc, oui, il dit, Gérard Massé, que dans sa famille, donc, nous avions le respect pour la culture. Respect aujourd'hui qu'on ne sent pas trop, malgré tout, hein, je dirais. Et je pense que nous, amoureux de la chose imprimée, il nous faut forcer le respect. Comment? En étant plus arrogant, plus insolent et facétieux, voire dédaigneux. On ne sait de rien quant à notre nature féroce et prise de passion pour les livres, avec nos appartements remplis de livres. Donc, pas de livres, et à cause de ce manque, appel mystérieux pour la culture. 14-15 ans, il lit Blanchot, mais ne comprend pas tout de la nécessité de lire au-dessus de sa tête. Influencé par son grand-père maternel, qui avait connu les affres de la Première Guerre mondiale, il ne cessait de ne pas être rassasié par les récits homériques de ce grand-père, et c'est là qu'il a commencé à aimer la littérature, perçue comme non pas une simple mémoire, hein, comme ces choses mortes qu'on accumule dans des tiroirs, mais revivifiée par la mémoire, revivifiée par l'écriture, par le style, par le travail de la langue. Et là, tout à coup, ce qui était une chose inerte se met à palpiter à nouveau d'une vie incandescente. Ses premières influences, Char, Michaud, Ponge, Ponge l'artisan surtout, ont provoqué chez lui le désir de l'artisan. Ponge, c'est un artisan qui, avec ses mots, fabrique des petites choses concrètes qu'on peut tenir. Hein? Le parti pris des choses, hein, nous dit-il. Ponge également, qui n'était pas un métaphysicien, qui n'était pas un lyrique. Écriture juste. Alors le travail de Massé, eh ben, il s'est construit au fur et à mesure, s'est bonifié, s'est transformé, a été pendant un temps poète, mais n'a pas voulu, en homme raisonnable et astucieux, n'a pas voulu s'enfermer dans la persona du poète. Alors, on pourra dire de lui, pour résumer de manière très, très succincte, c'est un essayiste. Et que ce genre est difficile à définir. Hein? J'ai envie de vous rappeler le commentaire du juge américain qui disait « Je ne sais pas c'est quoi la pornographie, mais je sais la reconnaître quand je la vois. Hein? » Je cite de mémoire, mais j'ai tellement une mémoire approximative de toutes les choses que je lis. C'est sans doute un effet secondaire, hein, de cette pratique du métier de libraire où, année après année, des milliers de livres me passent entre les mains. Et j'ai calculé qu'ils m'avaient passé entre les mains, en tout cas, ou par le contact visuel, le repérage visuel, probablement
quelques millions de titres. Vous imaginez? Alors c'est sûr que ça fait de moi un très mauvais situationniste, citationniste, enfin, quelqu'un qui cite, vous voyez. Alors, par contre, je suis capable de reconnaître les livres à l'aura qu'ils dégagent. Hein. Alors, et puis, je vous dirais, l'essai, c'est vraiment le genre, l'essai littéraire, c'est le genre que je préfère. Lecteur de Proust, il lui aura consacré tout un essai, Le manteau de Fortuny, dans lequel il nous rappelle, comme le disait Proust, que la littérature, c'est la vraie vie, réinventée, magnifiée, sublimée, réagencée, réorganisée, réhabilitée, que la littérature, au fond, c'est de la vie, c'est de la vie enfermée. Et que, nous dit toujours Marcé, que l'art, au fond, serait la forme profane, bricolée, je rajoute, de l'éternité. Proust nous dit, il ne suffit pas d'être intelligent pour être un grand écrivain. Il rejoint en cela les propos d'un éditeur, Buchet-Chastel, éditeur de Jung, décidément, on a de la suite dans les idées. Il disait que les grands écrivains étaient rarement intelligents. Vous vous rendez compte? Et c'est observable chez bon nombre d'érudits, de chercheurs, d'universitaires qui connaissent tout de la chose littéraire, mais qui, par cette connaissance-là, même, ne parviennent pas à se débarrasser des garde-fous, des a priori, pour plonger, tels des scaphandriers intrépides, dans l'inconscient collectif, ou leur propre inconscient, afin d'en ramener des perles et se mouvoir dans les profondeurs marines et d'observer parmi les mouvements de l'eau des créatures ondoyantes se faufilant sur le sable ou se glissant entre deux rochers ou voyez un peu une sorte d'expérience hallucinée, presque une sorte de transe qui permet au flux de la vie de passer à travers l'écriture, de passer à travers les mots, de devenir... l'écrivain serait au fond une sorte de médium, une sorte de réceptacle, mais pas de médium au sens ésotérique du mot, mais au sens d'éponge qui reçoit les choses. Hein. Alors, et un de ses derniers livres, pour conclure, et c'est là-dessus que je vais conclure, elle ne durera pas 1 heure, celle-ci. Hein. Je vois, nous sommes à 20 minutes. Je vous dis, dans 7-8 minutes, elle s'interrompt, n'est-ce pas? La journée a été longue. La journée a été longue et je n'ai pas pu me consacrer autant que je l'aurais voulu. J'ai commencé plus tôt pour pouvoir évaluer ce lot de livres qu'on m'a proposé hier. Et c'est... vous voyez, la voix est un peu... Alors, oui, Gérard Massé a consacré un livre au Marquis de Sade et je vous lis l'avant-propos. Pourquoi lui a-t-il consacré un livre? J'ai lu Sade quand j'étais en classe de première, dans la salle à manger de l'appartement familial, sans être inquiété le moins du monde, parce que mes parents ignoraient tout de Sade et de son œuvre. Le sadisme seul leur disait quelque chose, mais ce n'était qu'un mot, sans aucun lien avec un personnage ayant réellement existé. Il suffisait que j'aie un livre entre les mains, d'apparence classique de préférence, pour que je sois justifié, voire encouragé, et qu'on ne me dérange pas. J'en ai profité pour lire à la même époque les romans érotiques de Diderot, en commençant par ses bijoux indiscrets, au titre énigmatique et attirant. C'est sur les lèvres de ces bijoux trop bavards que j'ai cru découvrir une part de l'intimité féminine
dont il livre les secrets d'alcôve. Je la recherchais en même temps dans le magazine que lisait ma mère, Confidence, dont le titre, tout aussi suggestif, tenait moins bien ses promesses. J'ai donc lu Sade sans essuyer de remontrance et sans affronter de censure. Je l'ai lu sans avoir besoin de transgresser quoi que ce soit, ni choquer personne. Cette tranquillité d'esprit en a fait un auteur parmi d'autres, d'autant que j'ai commencé par le dialogue entre un prêtre et un moribond, et que je ne suis guère allé plus loin dans un premier temps. Sade, que j'ai lu avec plaisir et amusement, n'a jamais été pour moi un objet de fascination, encore moins d'idolâtrie, comme ce fut le cas pour les surréalistes. Même Gilbert Lely, à qui l'on doit tant pour la connaissance du marquis, et qui s'en tient au fait le plus souvent, éprouve le besoin de parler d'une papauté démoniaque à son propos, avec une exaltation qui m'est étrangère. La lecture a toujours été pour moi l'exercice d'une liberté absolue que je continue de pratiquer. Et je suis revenu périodiquement vers Sade, parmi beaucoup d'autres auteurs, sans bien savoir ce qui me retenait en lui, et sans d'ailleurs m'en préoccuper. Ma dernière découverte aura été les historiettes, contes et fables liaux, qu'on trouve dans les œuvres complètes publiées par Pauvert, édition qui fut condamnée pour outrage aux bonnes mœurs en 1957. Qu'est-ce qui m'a donné l'envie d'écrire sur Sade aujourd'hui? Autant que je puisse le savoir, c'est le fait d'étouffer dans l'air ambiant à cause du retour d'un ordre moral qui s'exprime toujours au nom du bien. Oh, Rouenogien n'est pas loin. C'est une des plus vieilles ruses de l'histoire. Les tartufferies ne meurent pas, mais elles sont plus ou moins actives. Or, nous assistons au retour de la bigoterie, de la superstition, pire encore, de la condamnation pour blasphème. De la spiritualité vague à la guerre sainte, les religions reprennent du poil de la bête et la laïcité est vécue comme intolérante grâce à un retournement imprévisible, du moins en France. Mais il y a une autre raison, plus impérieuse encore. C'est la confusion croissante entre une œuvre et son auteur, qu'on croyait impossible depuis Proust et son Contre Sainte-Beuve, de même que la frontière est de plus en plus souvent abolie entre le public et le privé, la distinction s'efface entre l'être social et la personnalité de l'artiste qui se dépasse et se surprend lui-même dans ses créations. Ainsi se met en place un redoutable cercle vicieux. Des œuvres sont condamnées à cause de la personnalité de l'auteur. Des auteurs deviennent suspects à cause de leurs œuvres. Le jugement est moral au lieu d'être esthétique et sans appel. Les écrivains ne sont pas les plus concernés. Encore qu'une fatwa soit toujours possible, on l'a vu avec Salman Rushdie, parce que la littérature a perdu de son influence. Mais les cinéastes sont plus exposés. Roman Polanski en sait quelque chose. Loin de le juger en droit, alors même que la justice américaine ne l'a pas oublié, il faudrait encore interdire ces films pour assouvir la soif de ce que Nietzsche appelait la moraline, autrement dit, une morale étroite et bien pensante. Les peintures ne sont pas à l'abri. Un article récent du New York Times réclamait qu'on signale dans les musées, à l'aide d'un logo spécial, les toiles dont les auteurs auraient abusé des femmes, à commencer par Egon Schiele et Picasso. Une inquisition d'un nouveau genre se met donc à juger les morts, par définition sans défense, devant un tribunal posthume
aussi arbitraire qu'illégitime. Il se trouve que Sade fut la victime de cette confusion entre l'homme et l'œuvre, et que les abominations décrites dans ses romans lui ont été attribuées réellement de son vivant même. Les fantasmes se sont alors donné libre cours avec une imagination qui en dit plus long sur la crédulité de la foule que sur la personne du marquis ou ses livres, qu'on n'avait d'ailleurs pas lus. Le crime, le viol, la vivisection, l'accusation publique n'a rien négligé. Dans l'un de ses contes, Madame de la Carlière, Diderot a tout dit de cette foule imbécile qui nous juge, qui dispose de notre honneur, qui nous porte tout nus ou qui nous traîne dans la fange, et qu'on respecte d'autant plus qu'on a moins d'énergie et de vertu. Avant d'ajouter cette conclusion qu'on peut méditer avec profit aujourd'hui comme hier, esclaves du public, vous pourrez être les fils adoptifs du tyran. Il faut lire Sade sans refaire éternellement son procès. Le lire comme un martyr de l'athéisme, l'expression est de lui, qui a payé par de longues années d'emprisonnement des actes délictueux, mais encore plus son amour de la liberté. Le lire en héritier des philosophes, ceux de l'Antiquité comme ceux des Lumières. Alors voilà, eh bien je vous reviens demain. Hein? Ça va être une deuxième partie à cette vidéo-là. Ce qu'on note, hein? Non, je commence pas, il est 27 minutes, c'est bon pour ce soir. C'est qu'il nous faut vraiment nous environner à nouveau de tous les auteurs qui vont nous permettre de nous blinder contre cette espèce. Mais on a la littérature. Hein? Mais je ne sais pas comment on pourrait les qualifier parce que les barbares avaient quand même de très grandes qualités morales. Les Philistins, c'est peut-être encore leur faire trop d'honneur. Les Béotiens, hein? Voilà. Les Béotiens, voilà, sont les Philistins, déjà, c'est à un certain niveau. Mais les Béotiens sont partout à l'œuvre, hein? Avec leur inculture agressive, leur inculture. En fait, ils piétinent tout ça. Hein? Ouais. Ah, je n'en dis pas plus. 29 minutes, c'est assez pour ce soir. Donc, et je vous offre le néant. Bonne nuit et à demain.